Le contexte, c'est qu'on a déjà fait donc une première campagne d'analyse. On avait effectué le 20 février, on avait 2 lots et on a eu les résultats donc le 12 mars 2019. Pour rappel, ces œufs prélevés chez Anne-Laure, qui est là, ont révélé une présence importante donc, de dioxyde et PCB. Et le laboratoire avait dit que les œufs étaient impropres à la consommation. Suite à ça, on a donc informé qu'on faisait une seconde campagne d'analyse et on avait fait donc une participation financière sur Internet pour pouvoir envisager ces 5 lots, ces nouvelles analyses. On a recherché un petit peu les zones impactées. On nous avait dit qu'il fallait que le rayon soit à peu près de 500 mètres à 5 km. Ce n'est pas la peine d'aller chercher beaucoup plus loin les dioxines, parce que c'était une recherche de dioxines essentiellement pour cette fois. Donc, je suis bonne, on a la carte. Je vais la mettre là. La carte des œufs. Donc, le lot A est au Plane, le lot B à Joux, le lot C, c'était donc le Perret, le lot D, on redescend, on est à Chède, et le lot E, un petit peu plus éloigné, au niveau d'Nomancy, au niveau Intermarché, donc pas trop loin non plus. Hein. Voilà, et les 2 premiers lots qu'on avait faits, c'est les 2 lots, vous pouvez voir 1 et 2. On s'est dit que ça pouvait un petit peu donner un ensemble des zones impactées avec ce schéma. Un huissier nous a accompagnés. Comme on sait qu'on a beaucoup de personnes qui nous contredisent dans nos analyses, un huissier nous a accompagnés. Pour ceux qui s'intéressent, vous pourrez regarder le rapport. Il a donc photographié, il a lui-même scellé les lots de 6 œufs. On a pris 6 œufs à chaque endroit. Et c'est lui-même qui a gardé le soir les œufs dans le colissimo. Et il a été à la poste avec moi le lendemain matin. C'est lui qui a envoyé au laboratoire. Donc, voilà, les œufs sont bien partis. Et le laboratoire, c'est donc Micropolluants Technologies qui a accrédité COFRAC. C'est celui qui est habilité pour faire. Il fait que ça, hein, essentiellement ça, des dioxines. Voilà. Donc, on a bien demandé aux personnes chez qui les lots ont été prélevés qu'il n'y ait pas de cendres dans le jardin. Vous savez que c'est toujours ce qu'on dit, il y a des dioxines, mais c'est parce qu'il y avait des cendres dans le jardin. Donc là, non, aucun des jardins n'avait des cendres, ni n'en avait eu les années d'avant. Donc on a d'ailleurs éliminé un lot qui était sur Salanches. On avait voulu faire encore Salanches pour voir si on s'éloignait en plus des sources. Mais on a supprimé ce lot parce qu'au dernier moment, on nous a dit que le grand-père mettait quand même ses cendres de feu de bois. Donc vraiment, il n'y a pas de cendres, on ne pourra pas nous reprocher ça. Et il n'y a absolument aucune farine de poisson distribuée aussi aux poules, parce qu'on sait que c'est très riche en dioxines et que voilà, ça peut être aussi... Et dans la plupart des poulaillers, on avait bien les mangeoires aussi suspendus, parce qu'on nous dit aussi que moins la poule gratouille la terre, mieux c'est. Alors, pour les résultats, donc, voilà, donc, pour information, les analyses ont été effectuées grâce au financement participatif. On a eu 3 000 €. On a eu plus de 3 000 €, mais avec les frais que nous prennent Litchi, on a eu 3 000 €. Et ça nous a permis de payer et l'huissier, et on n'a pas encore réglé la facture, ça ne saurait tarder. Voilà. Alors, pour les résultats, on les a envoyés aux personnes donc, qui ont les propriétaires des poulaillers. C'est un petit peu difficile quand on n'est pas habitué, et même c'est assez difficile donc, de suivre et de comprendre, mais ce qu'on peut dire, vous allez retrouver tous les lots, le lot A, B, C, D, E. Vous avez une colonne avec les dioxines. Les dioxines, on compte un indice de toxicité, c'est-à-dire qu'on part de la dioxine la plus méchante, c'est la dioxine de Seveso, elle a la valeur 1, et après, on a un indice de toxicité qui est donc en fonction de cette dioxine. Ce qui nous donne un TEQ, qui est donc d'une certaine valeur, en fait c'est la toxicité, et c'est exprimé en picogrammes par gramme de matière grasse. Donc les dioxines sont recherchées dans les matières grasses. C'est pour ça que l'œuf est un très bon élément, parce que du coup, on a des matières grasses et on sait que la dioxine se fixe dans les matières grasses. Donc, l'indice de toxicité, nous l'avons
pour les dioxines, nous l'avons pour les PCB, qui sont, on appelle ça des PCB de type dioxine, presque une même molécule, mais voilà, elle est différenciée. Et aussi, il y a une concentration en PCB. Donc on a en fait trois valeurs. Il y a une valeur qui est les dioxines, qui doit être inférieure à 2,5. Il y a une valeur pour la concentration qui doit être inférieure à 40. Et il y a une valeur où on a la totalité de la toxicité, c'est-à-dire les dioxines et les PCB, qui doit être inférieure à 5. Donc ça, c'est les valeurs actuelles que dont tout le monde dispose, et c'est la valeur de référence. Donc si on regarde nos taux, on a mis en rouge ce qui dépassait. Donc on a des valeurs qui sont un petit peu plus élevées donc, que la normale pour les dioxines, sauf au Perret. Pour le total des dioxines et PCB, on a une valeur qui est donc à 15. Et ça, au lieu de 5, ça fait quand même beaucoup trop. Pour la concentration des PCB, on retrouve ce même lot avec donc, une concentration à 123 au lieu de 40. Je dirais que c'est un petit peu le lot qui ressort, le lot qui ressort du lot. Pour mémoire, en dessous, on a mis la précédente analyse de mars. Le lot 1, c'était à Shed-Marlios, où on avait déjà des valeurs. Vous voyez, on retrouve le rapport de 15 pour le total de toxicité, ce qui était donc déjà beaucoup trop élevé. Le lot 2 se tenait à peu près, un peu comme les 4 autres lots qu'on a, c'est-à-dire un petit peu élevé quand même. Voilà. Si on s'en tient à un sens strict de la réglementation, on a donc 4, 5, 6 lots de plus élevés, on n'en a qu'un sur les 7, qui est à peu près là. Voilà. Pour comparer, on a M. Jean-François Viel, qui est un épidémiologiste, qui a fait lui une étude à Besançon. Alors il faut savoir que c'était quand même en 2006, donc on a quand même du recul, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on a beaucoup moins de dioxines que ce qu'il y avait à cette époque, parce que là c'était juste après Gilly-sur-Isère. Eux avaient trouvé autour de Besançon, ils avaient à peu près pour le total des dioxines et des PCB, ils avaient 26, 7 et 53. Et pour les œufs, ils avaient 5, 6 et 43 pour les dioxines. Donc il y avait un lot qui était quand même vraiment au-dessus, 43 c'est vraiment beaucoup. Mais ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'à cette époque, il y avait une étude de l'AFSA en 2005, où il y avait eu 91 échantillons d'œufs prélevés. Et là, on avait des valeurs de 0,36 picogrammes et 0,74 pour la somme. Nos totaux à nous sont quand même beaucoup plus élevés. Sur 91 lots, ils avaient des valeurs en dessous de 1. Souvent, c'est vrai que quand on regarde un petit peu des comparaisons, on est plutôt à 1 qu'à 2, ou 3 ou 6. Voilà. Déjà ce qu'on peut dire. Alors, ce monsieur, voilà. Le professeur Viel, je vais juste vous lire ce qu'il disait par rapport à cette étude sur Besançon. Il semblait mettre en cause l'activité de l'incinérateur, mais avant la mise en place des nouvelles normes, ayant ainsi entraîné l'ingestion par les poules de terres contaminées depuis de nombreuses années. Il faut savoir que les dioxines, elles restent dans la terre. On sait qu'elles restent, et donc avant 2005, avant qu'on les remette avec une réglementation beaucoup plus sévère, il y a eu énormément de dioxines relâchées dans la nature. Donc nous, sachant que notre incinérateur à Passy, ce qui nous intéresse, il a commencé à être en activité en 95, donc on a quand même une dizaine d'années, où déjà il y a eu énormément de rejets. Donc c'est peut-être pas étonnant qu'on en retrouve dans la terre. Donc on ne dit pas que les dioxines sont, on ne peut pas dire si elles sont actuelles ou récentes. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'on en a. Voilà. Donc M. Viel disait, toutefois la mise aux normes ne saurait régler entièrement la controverse sanitaire liée à l'incinération des déchets. Comment faire confiance à des analyses d'émissions de la dioxine qui sont effectuées dans les meilleures conditions d'utilisation avec un exploitant prévenu à l'avance et à une fréquence beaucoup trop faible, 1 à 2 fois par an. L'incinérateur, qu'il soit aux normes ou non, est vraisemblablement à l'origine de cette nouvelle pollution à la dioxine. Si vous voulez, on est un petit peu dans ce même cas, c'est-à-dire qu'on nous dit que tout est dans les normes, mais nous, ce qu'on constate quand même, c'est qu'on a peut-être
un peu trop de dioxines, qu'elles soient anciennes ou nouvelles. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de... Même si les sources sont différentes, c'est que le résultat est là, c'est qu'on mange des œufs qui en ont. La contamination des aliments se fait par les sols et les sédiments. Et M. Viel nous dit que l'œuf est quand même le meilleur marqueur. Pour lui, l'œuf, c'est le bon marqueur. Parce qu'on nous dit effectivement que les poules, il y a un passé, il y a des cendres, on dit toujours ça, mais les lichens, on ne les mange pas déjà, et puis effectivement, c'est un reflet de l'air, et tout ce qui est chou, tout ce qui est légumes, c'est bien, mais la dioxine, elle ne rentre pas, il n'y a aucune matière grasse dedans. Donc en fait, le vrai... Alors, ici, on ne fait qu'une analyse de lait, et le lait, c'est un petit peu plus compliqué aussi, puisque les vaches, elles sont en alpage l'été, elles mangent du foin l'hiver, c'est assez difficile de contrôler, et ça concentre beaucoup moins que le jaune d'œuf. Le jaune d'œuf, pour finir, c'est quand même la valeur... Monsieur, je vais quand même dire aussi ce que M. Jean-François Viel nous dit. Il dit bien malin qui peut dire que les dioxines ne viennent pas de l'incinérateur. Parce que souvent, on nous a dit là au premier lot des œufs, vos dioxines, mais non, ce n'est pas les mêmes, elles ne viennent pas de l'incinérateur. Je crois qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas grand monde qui sait dire. Vous avez vu la complexité des résultats d'analyse entre les PCB qui sont de type dioxine et les dioxines, il y a énormément de congénères, et c'est quand même assez difficile de dire celui-là vient de là et celui-là vient de là. Voilà. Alors on a fait un petit historique vite fait de toutes les analyses que nous avons faites depuis janvier 2018 pour voir un petit peu si on recoupait des choses. Donc on a fait des analyses sur les poussières. On avait trouvé 2 métaux en quantité inhabituelle, le fer et l'aluminium, et 9 métaux lourds en quantité alarmante, zinc, plomb, cuivre, chrome, nickel, arsenic, sélénium, cobalt et cadmium. On a fait des analyses d'air, on a trouvé des composés organiques volatiles qui étaient des marqueurs essentiellement d'industrie et du routier. Très peu d'autres marqueurs, de feu de bois en tout cas. En avril 2018, on a refait des analyses sur des poussières qui ont montré qu'il y avait toujours 2 métaux toujours très élevés, l'aluminium et le fer. On a retrouvé exactement les mêmes métaux lourds et on a pu identifier 79 molécules comme un cocktail de polluants, cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques, perturbateurs endocriniens. On a retrouvé des phtalates, on a les molécules chimiques si ça intéresse quelqu'un. On a, nous, identifié 79 molécules qu'on ne retrouve nulle part. C'est-à-dire que dans les analyses qu'on nous donne, il y a une vingtaine de polluants d'analyser, mais on a retrouvé donc, nous, nominativement d'autres molécules. En juin 2018, on a fait des analyses de champignons aux trompettes de la mort. On a retrouvé des métaux lourds, le zinc et le cuivre, toujours en quantité importante, et aussi du plomb, de l'arsenic, cadmium, nickel, chrome, cobalt. Ça correspondait quand même à 492 mg par kilo de matière sèche. Ça paraît beaucoup, non? C'est par rapport aux trompettes de la mort sèches, mais c'est à peu près 5 fois les valeurs ça dépasse d'au moins 5 fois les valeurs qu'on devrait retrouver. Et en fait, on ne devrait pas retrouver du plomb, de l'arsenic et du cadmium. On retrouve en général du zinc, on retrouve du cuivre, mais pas les métaux. Donc en janvier 2019, on a fait nos recherches de dioxine dans les poussières, qui ont donné des totaux TEQ, donc l'indice de toxicité, à 19, un peu plus de 19 et un peu plus de 54, en nanogrammes toujours par kilo de matière sèche, ce qui était effectivement très important. À titre indicatif, le taux toléré pour les mâches-fer, qui est utilisé après pour le revêtement des routes, enfin le dessous, il doit être inférieur à 10. C'est-à-dire que nous, c'était quand même des poussières qui étaient beaucoup plus élevées que les mâches-fer, qui sont déjà réputées pour être assez riches en dioxine. Juste là, c'est nanogrammes et sur les œufs, c'est picogrammes. Oui, c'est en pico les œufs. Oui, parce que c'est encore... Voilà. Là, c'est une matière qui n'est pas tout à fait... C'est en tonnes pour les mâches-fer, en fait. Donc, il donne... Tu as tout à fait raison. Là, c'est en nano et l'autre, c'est en pico. C'est-à-dire que l'œuf... C'est quoi déjà le picogramme, c'est quoi? C'est le milliardième de gramme? C'est 10 moins 12. Voilà, 10 moins 12. C'est moins 12. C'est les nano 10 moins 9. Donc, en mars 2019, les dioxines dans les œufs, après les poussières. Donc là, on a trouvé chez Adnor à peu près 3 fois la norme. Et en mai 2019, on y est. Donc, on a nos lots d'œufs avec des teneurs variables en dioxine et PCB selon les secteurs. Donc,
ce qui interpelle un petit peu, je vais vous lire comme ça on n'invente pas ce que vient de nous dire monsieur Jean-François Vielle. Il travaille donc maintenant à l'INSERM, il est à la faculté de Rennes, et voilà, il a la gentillesse de nous aider. Donc il dit que l'interprétation des PCBDL est donc très difficile dans ce contexte industriel ancien, car il reflète probablement l'existence de multiples sources historiques diffuses. C'est bien ce qu'on sait. On sait que Péchinet est là depuis X années. C'est le souci qu'on a avec les perchlorates, puisqu'ils ont utilisé des tas de produits. Ce qu'on voit, c'est que des PCB, on en a quand même beaucoup à Chelles, essentiellement sur Chelles, sur les deux secteurs qui ont été sur Chelles. Donc c'est des PCB de type dioxyde. Donc il voulait savoir lui aussi comment on avait choisi, parce qu'effectivement, on n'a pas eu la carte des vents. La carte des vents, elle est importante pour situer où vous allez être sous le tannage ou pas. C'est-à-dire que vous pouvez être à 200 ou 500 mètres et pour finir jamais avoir de dioxyde. Et à 500 mètres, vous les avez parce que vous êtes pile dans le vent dominant et ils savent nous expliquer, enfin, les météorologues savent expliquer avec une carte des vents. Donc hier, 2 personnes du collectif ont été à l'Adréal parce qu'il y a énormément il y a beaucoup de documents qu'on cherche depuis un moment, on demande. Et on a pu aller donc à l'Adréal hier et ils nous ont donné beaucoup de choses qu'on n'a pas pu encore tout déchiffrer. On a eu enfin l'étude d'impact, on demande, qui a été faite en 1994. Donc on va retrouver cette rose des vents ou carte des vents. Voilà. Et ils nous ont donné enfin des documents que nous avions, vous vous rappelez, on en avait parlé l'autre fois, ce sont les rejets. Ce document qui est si important que chaque usine classée ICPE, donc c'est classé, donc ça veut dire que c'est le pôle des installations classées de la préfecture qui doit les surveiller. On en a 2, on a l'incinérateur 7 Mont-Blanc et on a SGL, on en a 2 à Chelles, et ils sont censés, donc, enfin, ils donnent ce petit fascicule des rejets, ça passe par le ministère de l'Énergie, de l'Environnement, et on en avait un grâce à l'AVP de 2014, et on a enfin tous les documents où on a donc les métaux lourds, les dioxydes, on a tout en rejet par an. Parce que à l'heure actuelle, ce qu'on avait, les bilans d'activité du CITOM nous donnent par exemple ça, c'est-à-dire qu'ils réduisent un petit peu, ils doivent se dire que pas la peine de tout nous donner, on nous donne quelques éléments, il n'y a ni les métaux lourds ni les dioxydes. Donc les métaux lourds et les dioxydes, vous les retrouvez sous forme d'un petit tableau, vous pourrez regarder après, où en fait c'est une analyse ponctuelle. Donc sur une analyse ponctuelle en mètres cubes d'air, eh bien, il vous trouve 0, il y a 3 zéros, 2. Donc c'est bien, ils sont contents puisque ça ne nous alerte pas quand on voit des taux comme ça. Sauf que si on rapporte à l'année, eh bien, c'est pas la même chose. Pour l'année, je vous donne 2017, puisqu'on vient d'avoir l'année 2017, l'année 2018 n'est pas encore rendue, on l'a pas. Il faut savoir que l'incinérateur a rejeté 3 kg de plomb, 3,95 kg, il y a 1,204 kg de nickel, il y a 7 kg de cuivre et du chrome 2 kg. Je vous passe les autres, vous savez, on est dans les 500 grammes plutôt. Il y a du cadmium, de l'arsenic, de l'antimoine, du fluor, du chlore 693 kg, des composés organiques volatiles 168 kg. Voilà, ils ont l'impression que c'est pas beaucoup, ils nous ont dit hier, l'inspecteur de l'Adréal, c'est réparti sur l'année. Mais nous, ici, on respire 365 jours de l'année. Donc ça fait peut-être beaucoup quand même pour nous. Donc ça, c'est pour l'incinérateur. Et il y a également 2,6 mg de dioxine. C'est-à-dire que quand on va aux journées portes ouvertes à l'incinérateur et qu'on vous dit tout reste dans les filtres, sauf 2,6 mg de dioxine. Et ça fait combien avec les zéros en nano et en pico? A priori, si on ne s'est pas trompé, ça fait 2,6 milliards de picots. Donc quand dans notre œuf, on en trouve 6, et qu'on mange 2 jaunes d'œufs une fois par semaine, eh ben, on a quand même un peu de dioxine qui s'accumule dans notre corps. Et en regardant donc la déclaration annuelle des polluants de 2017 pour SGL Carbone, parce qu'il ne faut pas les oublier, alors eux, ils ont des rejets très importants dans l'eau. Ça veut dire qu'ils utilisent ces matières-là, ces métaux. On a 5 tonnes 237 kg d'aluminium rejetés dans l'eau. Du fer, 5 tonnes 189. 11 kg d'arsenic.
je vous fais cadeau de la virgule, 92 kg de zinc, etc. Des fluorures, 26 tonnes. Des HAP, tiens, comme c'est bizarre, le point noir de Passy, 18 kg, 467, c'est énorme hein, en HAP, c'est vraiment le... Et le benzoapyrène, notre bête noire, 4 kg, 713. On va dire, c'est dans l'eau, ça part, voilà. Et on passe aussi les matières en suspension, parce que là c'est 179 000 tonnes, des poussières. On ne sait pas ce qu'elles ont, il y en a. Et dans l'eau, c'est rejeté dans l'Arve? Alors, il donne les lieux, je te redirai ça, parce que je ne comprends pas bien, ça remonte aussi. Ça remonte, c'est marqué Montvautier, Le Nant, oui, il y a 4 points d'eau où c'est rejeté. D'accord, merci. Mais ça, c'est tout là, c'est pour ceux que ça intéresse tout à l'heure. Juste aussi au hasard, puisque le bray de houille, vous savez qu'on a fait des courriers parce qu'il va être interdit, il est interdit. Monsieur André Sicolella, qui fait partie du... C'est peut-être un peu compliqué pour certains, mais REACH, c'est un programme qui a été mis en place au niveau de l'Europe pour cibler les matières et les polluants les plus toxiques. Et il y a des fiches pour chaque produit très toxique et on doit respecter les interdictions. Il y a une interdiction le 4 avril 2019 pour le bray de houille, mais évidemment, ils ont des dérogations et ils peuvent quand même avoir une autorisation donc, de l'utiliser. SGL a eu son autorisation, ils nous ont répondu que non, non. Et comme eux, le bray de houille, ils le modifient, c'est-à-dire qu'ils le cuisent, ils le modifient, ça ne rentre pas dans la législation, donc ils ont le droit de l'utiliser. Juste pour une information de l'INRS, dans le bray de houille, on trouve 10 000 mg par kilo de benzoapyrène. Donc quand on nous dit que ce sont nos feux de bois, on reste un peu sceptique. Quand on lit ces quantités, on se dit est-ce que tout le monde les lit ces quantités? Parce que je ne sais pas s'il y a d'autres personnes que nous qui fouillons un petit peu, mais si voilà. Juste suite à les quantités que je viens de vous dire, je reprends juste l'historique de nos analyses. Nous avons l'aluminium et le fer en quantité. La personne du laboratoire avait dit c'est bizarre, c'est des quantités inhabituelles. Et on voit quand même que SGL rejette des tonnes, 5 tonnes pour ces deux minéraux, enfin métaux. Pour les métaux lourds qu'on a trouvés dans les poussières, c'est zinc, plomb, cuivre, chrome, nickel, dans l'ordre. Et bien, dans les rejets de l'incinérateur, dans l'ordre, plomb, cuivre, nickel, chrome et nickel. Ça interpelle un petit peu. Dans les champignons, même punition, on a le cuivre et non. Le zinc, j'en parle un peu moins, parce que le zinc, on peut le trouver dans certaines régions en quantité assez importante. Ça peut venir du terrain, du sol, de façon naturelle. Mais le cuivre et le plomb, non. Donc on retrouve exactement, à chaque fois, les 9 métaux lourds, avec les 4 plus importants, ou 5, c'est dans le même ordre que l'incinérateur. C'est peut-être un hasard, hein. On vous le dit en tout cas, nous on a trouvé que vous avez quand même une... ça interpelle, il y a une corrélation là qui est assez nette sur cette année. Alors, on va passer au bonus. Le bonus, c'est qu'on avait prévu que les lots pour les œufs. Et en fait, on a eu l'occasion de faire une analyse de terre effectuée sur un terrain donc situé à Passy, route des Outards. L'analyse a été faite, l'échantillonnage a été prélevé le 23 avril 2019. La personne nous a rendu donc là les résultats. Et regardez, comme c'est bizarre, on a du plomb et du cuivre, qui de nouveau se remarquent. Des HAP. Vous avez les valeurs repères. Alors les valeurs repères, c'est ce qu'on appelle aussi le bruit de fond, c'est-à-dire qu'on peut les trouver à l'état normal, ou on va dire que c'est à peu près normal d'en avoir. Voilà. C'est pareil pour tous les, que ce soit les métaux lourds, les dioxines, etc. Les PCB, alors 0,044, mais c'est en milligrammes par kilo. Si comme on les donne en général aussi en anneaux et en picots, ça fait une quantité non négligeable. Alors, la personne du laboratoire, je l'ai eu tout à l'heure au téléphone, je vais juste rechercher voilà, mon petit papier. Bon, je ne vous cache pas qu'elle ne dit pas que c'est merveilleux à Chelles. Parce que je vais poser la question, parce que nous, quand on lit ça, on se dit, bon, c'est un petit peu au-dessus des valeurs, est-ce qu'il faut s'affoler ou pas, est-ce que c'est normal ou pas. Elle était assez inquiète. Et elle m'a dit, c'est bizarre, quand je suis venue dans votre région pour faire les analyses de terre, j'ai cherché sur le... Alors, SIS, il y en a certainement qui connaissent, moi je ne connaissais pas. C'est sur le site de la préfecture, vous cherchez secteur information des sols. Donc cette femme est habituée à venir faire des prélèvements de sol partout où on lui demande. Et elle me dit, j'ai trouvé ni SGL, ni cette Mont Blanc de noter sur la carte. Un petit peu
suspect quand même. Donc, elle dit, cette femme, que les HAP, les PCB et le plomb, c'est loin d'être négligeable, c'est-à-dire qu'on a des sols pollués. C'est-à-dire que c'est des sols pollués, il faut informer la population, c'est ce qu'on dit depuis un petit moment. Et que ces 44 nanogrammes par kilo de PCB, c'est quand même inquiétant. Les HAP, elle dit aussi un petit peu, il y a forcément une pollution ancienne, ça ne s'est pas fait en 10 ans non plus, mais cette pollution ancienne, il faut surtout avertir les gens, parce qu'achètent des gens qui ont un potager, ou des poules, il faut quand même leur dire que, voilà, qu'il y a quand même des risques. Elle m'a tout de suite dit, mais les enfants, il y a du plomb, c'est exactement la question qu'on se pose. Il y a du plomb, elle m'a dit, vous devez avoir des enfants qui ont des problèmes, parce que c'est grave. Elle m'a même dit que votre pollution était gravissime. On n'est pas là pour aller dramatiser, loin de là. Mais on est là pour poser aussi les bonnes questions. Les PCB, d'après elle, voilà, on sait que c'était les transformateurs EDF, c'est-à-dire qu'il y a tout un historique par rapport aux PCB. Ils sont interdits depuis 87, mais ils sont dans les sols. Si vraiment on veut faire des analyses de sol correctes sur chêne et passif, c'est les perchlorates, les dioxines, c'est le plomb et les métaux lourds importants, et voilà, on en est là. Là, il va falloir vraiment... parce que l'Adréal nous dit qu'ils font des analyses, mais ils font, je sais pas, c'est tous les 2 ou 3 ans, Pascal, pour l'analyse de terre. 3 ans. C'est tous les 3 ans. Et puis je pense qu'ils prennent, voilà, ils n'ont pas été vraiment prendre autour du terrain de foot de chêne ou là où il y a la crèche, je pense pas. Non, parce que c'est pas tout à fait là. La dame du laboratoire m'a dit, mais comment est la végétation là-bas? Elle m'a dit, ça doit être... Bon. Il a dit, effectivement, M. Derliken, il a du mal à frémler ses lichens pour les analyser. Il en ramène dans les boîtes maintenant. On nous a bien dit que les lichens, ils faisaient grisine. Ben voilà, on a certainement donc une pollution ancienne. Et je vais passer la parole pour terminer côté santé.